importante, mais qui me semble aussi très importante et très intéressante en matière de résolution des conflits, surtout à notre époque. Et je pense ici à la question des enfants soldats, des enfants qui vont être donc associés à des forces, des groupes armés. Tout en rejoignant la question des processus DDR, pardon, donc des mobilisations, des armements, des intégrations, ça dépend un petit peu des définitions, et réinsertion, en gros. Voilà. On sait que quand des enfants ont été enrôlés très très jeunes, il est difficile de couper le cordon. Souvent, ils ne savent pas quoi faire d'autre que faire la guerre. Et à la question finalement de la démobilisation, de la rupture physique avec la violence qu'ils connaissaient, il y a aussi la question d'une rupture psychologique avec cette violence. Donc une fois que ces enfants sont sortis du nerf de la guerre, qu'on a déposé les armes, comment est-ce qu'on peut imaginer la réhabilitation de ces enfants qui ne sont pas vraiment condamnés, puisqu'ils rentrent dans la définition des jeunes, où les condamnations sont extrêmement difficiles pour ces enfants soldats, ou très longues à intervenir quand elles peuvent intervenir. De la réhabilitation de ces enfants et de leur réinsertion dans la société, de leur acceptation par la population. Comment est-ce qu'on fait pour ces acteurs-là du conflit? Voilà. Je ne sais pas qui voudrait prendre la parole en premier. Si un intervenant veut d'ores et déjà se positionner sur la question. Parce que je distribue la parole. Oui, c'est Mokhtar Agnan. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Merci beaucoup, Madame Martinez, pour votre question qui est très pertinente. Alors, moi, je préfère parler d'exemples qu'on a eu à vivre dans le cadre d'un programme de DDR qui avait été initié par l'Union européenne à l'endroit des soldats combattants rebelles du MFDC qui voudraient sortir en dépit d'accords signés entre le gouvernement du Sénégal et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Ce qu'on a compris, c'est que rares sont déjà les processus de DDR qui réussissent en Afrique, puisque comme on l'a connu en Côte d'Ivoire, comme on le constate nous au Sénégal, il suffit que ces gens-là, que ces personnes-là sortent du maquis alors qu'ils ne connaissaient, comme vous l'avez dit, rien d'autre avant. Il suffit juste qu'ils viennent en ville ou qu'ils rentrent dans un cadre de DDR pour profiter, on va dire, de ce cadre-là et après retourner dans le maquis. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a constaté avec un programme qui avait été initié en 2015 et qui court jusqu'à maintenant, qui a enrôlé des enfants y compris, parce que la question, c'est ça, en fait, c'est la réhabilitation et la réinsertion des enfants, comment on fait. Ce qu'on a noté, c'est que ces enfants-là, comme vous l'avez dit, ne connaissent que la forêt. Je me rappelle qu'on avait un groupe de jeunes et d'adultes rebelles à qui on avait montré des chaises anglaises et ils disaient que c'était la première fois qu'ils voyaient cela. Et à l'issue de ce programme-là, avec toutes les phases de profilage psychologique, de formation, d'encadrement sur le plan de la création des entreprises et tout. Une fois tout ça mis en place, nous avons malheureusement constaté que et que les péridiums, tout ça distribué, nous avons vu que bon nombre de ces gens-là se sont évaporés et ils sont retournés dans le maquis parce que justement, ils n'arrivaient pas à trouver leur place dans le cadre qu'on leur avait présenté tout simplement. Donc,
je trouve que c'est une question très, très délicate et malheureusement qui n'a pas vraiment eu un peu partout en Afrique les effets escomptés en tout cas. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette réponse très complète et pour votre intervention. Je ne sais pas si un autre intervenant souhaiterait rebondir ou compléter cette intervention. Le temps que les questions arrivent, je crois que nous en avons une. Peut-être voilà, laisser le temps à une deuxième d'arriver ou alors prendre directement la question suivante. Non, c'est bon. Bah, merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a une personne du CAGS qui souhaiterait poser une question. Je vous laisse tout de suite la parole, si vous voulez bien. Merci. Bonjour. Bonjour. On vous entend, il me semble. Oui. Ok. Je suis Biao Akelo du Centre d'aide juridique et sociale CAGS. J'ai suivi avec intérêt les interventions et j'ai juste une préoccupation, sinon une question. Est-il possible, en tant qu'Africain jeune, de rêver d'une stabilité de l'Afrique au contexte, vu les contextes actuels dans lesquels nous baignons tous? Est-ce qu'il y a cette possibilité de rêver d'une stabilité africaine? Si oui, comment? Voilà un peu la question la plus simple que j'aimerais partager. Ça dit poser. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Parenthèse, si vous avez des intervenants que vous souhaiteriez voir répondre à vos questions, n'hésitez pas à le préciser en les posant. Peut-être qu'un avis juridique sur la question pourrait être intéressant dans un premier temps. Monsieur Etsé? Sinon, oui, l'intervenant peut intervenir. Hein. D'accord, merci. Mais justement, je ne sais pas s'il y a un avis juridique qu'on peut donner parce que la question elle est très philosophique et la réponse sera aussi philosophique, à mon humble avis. Est-ce que c'est possible? Je pense que oui. Sinon, justement, des réunions comme celle-ci ne vaudraient pas la peine. Est-ce que c'est possible? Je pense que oui, parce que voilà, vous êtes vous-même responsable d'organisation d'une ONG de jeunes. Ça veut dire que quelque part, vous y croyez. Et je crois que l'Africain, quoi qu'on dise, il est patriote et il est panafricain. L'Afrique a eu la malchance, voilà, d'être vu comme ce continent-là qui doit malheureusement servir de ressources ou bien de vaches à lait pour les autres, malheureusement. Mais moi, je crois que la jeunesse africaine a la responsabilité aujourd'hui, plus que jamais, de prendre son destin en main. Voilà. Parce que malheureusement, on a des dirigeants et c'est très complexe comme situation. C'est-à-dire que on a des dirigeants qui, lorsqu'ils essaient de prendre leur indépendance par rapport à un certain nombre de puissances, ils sont très rapidement paralysés par une petite rébellion qui est lancée soit à la frontière ou en interne. Et la deuxième option, c'est qu'on a des dirigeants qui, écoute, sont obligés de faire allégeance à un certain nombre de puissances occidentales pour pouvoir voilà, vivre vivre tranquillement comme un petit prince alors que la population est en train de souffrir. Ça veut dire qu'à un moment, il faut que la jeunesse soit d'abord consciente. Il faut que la jeunesse sache que, écoutez, nous, aujourd'hui, ne serait que sur Internet, nous sommes tellement victimes aujourd'hui à la radicalisation. C'est-à-dire que nous sommes à la fois acteurs et victimes de radicalisation à travers le net. Donc, la jeunesse africaine aujourd'hui est celle qui doit prendre conscience de l'enjeu, doit essayer de rectifier le tir, doit travailler beaucoup dans l'éducation. Parce que pour moi, l'espoir, c'est dans l'éducation. L'éducation, ce n'est pas une question d'un an, de 2 ans. Ça peut prendre toute une génération. Mais si on ne travaille pas dans l'éducation, dans l'éveil des consciences, pour qu'on sache que nous devons avoir notre destin en main, nous devons d'abord pratiquer nous-mêmes, être des citoyens, des patriotes, des panafricains, malheureusement, la réponse sera non. Mais je peux vous dire qu'à mon avis, l'Afrique a toutes les chances aujourd'hui
parce qu'il n'y a pas un seul pays européen ou un seul pays des autres continents où vous n'allez pas trouver des jeunes Africains compétents qui n'ont rien à envier à tous les intellectuels des autres continents. Dans tous les pays, vous allez trouver des jeunes Africains et la plupart, ce sont nos frères, nos sœurs même qui constituent le cerveau, qui permettent de construire le développement des autres pays, des autres continents. Donc, je crois que l'Afrique a aujourd'hui et les ressources naturelles, et les ressources humaines, les ressources intellectuelles, et même, si nous voulons, nous pouvons créer les ressources financières pour assurer un continent paisible, un continent développé, un Eldorado dans les années qui viennent. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Je ne suis pas de ceux qui sont défaitistes, mais je crois qu'il faut effectivement arriver à un moment après une rupture et partir à zéro. Donc, voilà un peu. Oui, justement, c'est un problème de rupture là qui cause souci selon moi. Excusez-moi d'intervenir aussi. Comment couper, comment, je sais pas, nettoyer les trucs qui menacent notre stabilité rapidement que possible. S'il faut réfléchir sur cette question, ça devient très complexe. C'est ce qui laisse que, bon, la plupart, c'est pas qu'ils ne croient pas à la lutte, mais ils se posent la question. Cette lutte, nos parents, ils ont dû amener cela. Jusqu'à présent, ça continue et ça s'empire. On remarque même des complots derrière tout cela. Bon, on se pose la question. Nous, en tant que jeunes, c'est quoi en réalité le combat qu'on doit faire? C'est quoi en réalité? Et comment on fait le pont entre l'ancien système et créer le nouveau qui peut entraîner la stabilité de l'Afrique? Voilà un peu l'inquiétude souvent que j'ai. Et si on peut partir ensemble, je suis très fier. Merci bien. Est-ce que je peux peut-être intervenir une minute? C'est Madame Traoré. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Madame Martinez, moi je pense qu'il y a une question d'abord d'autonomisation de la jeunesse et des femmes. Comme l'a dit Monsieur Etier, il faudrait que les jeunes et les femmes d'abord soient autonomes, peut-être financièrement, mais au niveau intellectuel aussi, qu'il y ait une autonomie intellectuelle. Il faut comprendre les enjeux du moment. Moi, je suis optimiste de nature. Je pense que les autres parties du monde ont eu aussi des crises aussi graves que celles que nous avons. Nos pays ont seulement quelques décennies d'existence, mais il faudrait que de plus en plus les jeunes comprennent que la question du panafricanisme, c'est une question qui est très complexe et il faudrait qu'ils s'y engagent. Je pense que si, avec optimisme, on essaie d'appréhender ces différentes questions, on pourra avoir un changement. Je suis d'accord que le changement ne peut pas être global et ça ne peut pas être un miracle, mais progressivement, on aura un changement dans les différents pays. Regardez aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes se posent des questions. En réalité, est-ce que les différents accords qu'on a, ou bien les différents leaders politiques font l'affaire? Est-ce qu'il n'est pas bon de commencer à réfléchir à une prise de conscience, à un changement de paradigme à notre niveau? Voilà peut-être des petites questions qu'on peut se poser, mais moi je suis optimiste, je pense que l'avenir est rayonnant, peut-être pas pour notre génération, mais pour celles qui suivent. Et le travail doit commencer maintenant. Merci. Merci beaucoup à tous les deux, à tous les trois même, pour la question et pour ces réponses très, très positives et pleines d'optimisme. Voilà, pour l'avenir, je pense que c'est important aussi de rester dans une dimension positive sur les thématiques de paix, de rétablissement de la paix et de consolidation de la paix. Donc, merci beaucoup. Une question à présent de Monsieur Bamba Diakaridja, qui nous vient de Côte d'Ivoire. Alors, pardon si je prononce très mal vos noms, c'est mon accent occidental. Alors, donc c'est une question qui est à destination de Monsieur Nyang. Donc, Monsieur a dit tout à l'heure que le processus de résolution de conflits en Côte d'Ivoire, je suppose, n'avait pas connu son plein potentiel et n'avait pas eu les effets escomptés. Nous qui sommes en Côte d'Ivoire avons fait le constat et ressentons les répercussions. Dans cet état, qu'est-ce que nous, en tant qu'organisation, pouvons faire pour y remédier? Est-ce reprendre le processus de DDR, de justice transitionnelle ou d'action civilo-militaire? Voilà. Merci pour cette question, M. Bamba Diakaridja. Alors, je voudrais juste rebondir sur la question précédente avant de répondre à cette question rapidement, hein, pour dire que moi, je pense que est-il possible, pour la question, est-il possible de rêver d'une stabilité africaine, nécessite une réponse assez sur le plan global, on va dire, puisque
il faut qu'on regarde ce qui s'est fait un peu ailleurs. En Europe, on a constaté que ils ont connu aussi une longue période d'instabilité et ont réussi à surmonter leur divergence à travers des pactes qu'ils ont signés entre eux et aussi à travers des aides qui venaient aussi des États-Unis, à savoir le plan Marshall, etc. Ce qui veut dire qu'en Afrique, rêver d'une stabilité africaine nécessite impérativement de renforcer l'Union africaine. Moi, je pense que tant que l'Afrique n'est pas unie et parle d'une seule et même voix, on présentera toujours et éternellement des faiblesses. Et face à l'étranger, face à des puissances étrangères qui viendront tout le temps déstabiliser l'Afrique. Il faut aussi que l'on envisage un développement endogène. Aussi bien qu'on a envisagé de rester unis, d'avoir, pourquoi pas, une armée unie, parce que si on prend l'exemple de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, de prendre l'exemple de ce qui s'est passé au Mali, avec des retards d'intervention des instances régionaux qui a impliqué l'intervention de la France et de l'étranger et qui, on le constate toujours, n'a toujours pas, la France n'a toujours pas résolu la question malienne et pire, ça s'amplifie de jour en jour, ce qui veut dire que tant qu'on n'a pas ces instances régionaux forts, on aura toujours des soucis et tant que aussi l'instabilité de manière historique, on a constaté que l'instabilité naît toujours d'une absence de développement de manière générale. Moi je pense qu'il faut aussi évoquer cet aspect de développement en Afrique. Tant qu'on vit dans la pauvreté, tant que il y a des injustices sociaux, d'injustices sociales, tant que les gouvernements ne prennent pas à bras le corps la question de la pauvreté, il sera toujours vulnérable face aux menaces qui pourrissent le monde. Pour reprendre la question de M. Bakary et de M. Diakaria, du point de vue, je pense que le conflit, tout à l'heure, je faisais référence au DDR, au processus de DDR en Côte d'Ivoire, pas du conflit de manière générale, mais je pense que c'est lié et que le conflit en Côte d'Ivoire nécessite de bien se pencher sur les sources de ce conflit-là qui sont, à mon sens, liées aux identités, aux frontières qui ont été bâties au fil du temps entre les communautés. Tant que ces frontières-là identitaires ne sont pas pensées au niveau national, global, pour ne pas dire de citoyenneté, tant que la nation ivoirienne n'a pas pensé ses plaies, je pense que malheureusement, on aura un éternel recommencement sur tous les compartiments du processus de paix, notamment dans le DDR. Et étant donné que malheureusement, on va le dire, que les processus de paix en Afrique drainent aussi beaucoup d'argent. Et les gens auxquels ces processus auxquels la gestion de la paix est destinée savent cela. Et je pense que le cas de la Côte d'Ivoire, pour le DDR, pourquoi principalement le DDR a échoué, c'est qu'il y avait énormément d'argent. On avait fait une simulation pour voir ce que percevait un agent bénéficiaire du DDR en Côte d'Ivoire et ce que percevait un agent du DDR
en Casamance, il y avait un gap énorme puisque ces gens, ils recevaient beaucoup d'argent. Ce qui fait que quand l'argent est fini, ils retournent dans ce qu'ils faisaient, puisqu'ils considéraient que le DDR était là pour subvenir à leurs besoins. Donc, s'il n'y a plus de DDR, ils vont retourner à leur trafic, à leur casse. C'est pour ça que je pense il faudra vraiment repenser l'approche DDR en Afrique. Mais en tant qu'organisation, je ne sais pas vraiment ce que vous pouvez faire dans ce sens-là. Moi, je pense que le plus important, c'est d'abord de se reconcentrer sur les causes du conflit, essayer de penser essayer de penser PENSER et penser les plaies sur le plan national. Je pense que en menant des actions au niveau local, au niveau régional, afin de voir émerger une nation ivoirienne unie. Je pense que, à mon sens, c'est la seule solution à la crise ivoirienne. Je vous remercie. Merci à vous pour cette réponse, encore une fois très complète. Monsieur Djakaridja, est-ce que vous souhaitez intervenir ou répondre ou questionner de nouveau ou... Non, c'est bon. Merci donc. Je vais prendre une dernière question qui a été posée par Madame Marie-Flore Bégou, coordinatrice de l'ONG citoyenne engagée pour le leadership et la démocratie, et qui nous dit que sa question donc porte sur le choix des personnes chargées de conduire les processus de paix. Est-ce que vous souhaiteriez préciser votre question et la poser à un intervenant en particulier ou... Madame Bégou, est-ce que vous êtes là? Bon, alors, est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir donc sur le choix des personnes qui sont chargées de conduire les processus de paix? J'imagine que ça concerne surtout le choix parfait, entre guillemets, pour obtenir une bonne paix à la fin, si je peux le dire comme ça, une paix durable, une paix effective sur le territoire et une paix qui convienne au plus grand nombre. J'imagine que la question porte donc sur les acteurs pertinents pour établir cette paix-là, outre peut-être la participation des femmes, comme cela a été évoqué tout à l'heure pendant les débats. Est-ce que quelqu'un souhaiterait se prononcer sur ces questions-là? Oui. Merci beaucoup. Madame Martinez. Oui, je vous en prie. Moi, je pense que ceux qui sont chargés de conduire les processus de paix doivent être des personnes quand même assez crédibles, des personnes à équidistance de toutes les parties en présence, qui sont capables de porter les vrais problèmes et non pas des fossoyeurs ou des personnes qui ont intérêt à ce que la crise s'éternise. Maintenant, je pense que de plus en plus, il faut qu'il y ait des femmes qui soient présentes dans toutes ces équipes de médiation. Parce qu'en réalité, de plus en plus, dans la plupart des crises, des processus qu'on a vus en Afrique, on se rend compte que c'est surtout les hommes qui conduisent le processus et que les préoccupations des femmes ne sont pas prises en compte. Donc, pour moi, ce sont des personnes qui doivent être à équidistance, pas des personnes qui ont un intérêt. Et ici, au Mali, par exemple, il y a eu une situation assez particulière parce qu'on a un observateur indépendant. Au niveau de la médiation, il y a le comité de suivi des accords, mais il y a aussi un observateur indépendant parce que dans le cadre du processus, ce n'est pas seulement la signature de l'accord qui importe, mais c'est la mise en œuvre de l'accord. C'est la susceptibilité qu'il faut gérer. Donc, peut-être qu'il faut aussi de plus en plus s'attarder sur une équipe indépendante qui va vraiment travailler parce que lorsque c'est une seule personne, un seul État qui est médiateur, il a aussi des intérêts souterrains. C'est un peu ce que je peux dire. Et faire vraiment le plaidoyer, de plus en plus, on est des femmes. Aussi bien au niveau de tout le processus, mais aussi au niveau des participants qui assistent à ce genre de rencontres parce que c'est important que les femmes jouent leur rôle. Merci.
Merci beaucoup pour votre réponse. Alors effectivement, la question portait bien sur le choix des acteurs pertinents et les critères de choix aussi. Est-ce que une autre personne souhaiterait compléter la réponse qui vient d'être apportée par Madame Traoré ou... Et est-ce que vous êtes satisfaite de la réponse, Madame Bégon? À Monsieur Nyang. Oui, moi j'aimerais, je suis vraiment satisfaite de sa réponse justement, mais j'aimerais juste élargir aussi, voir la question sous une autre perspective. Euh, euh, Attendez, je relis la question. Voilà. Sur le choix des personnes chargées de conduire les processus de manière générale, comme l'a dit tout à l'heure Nathalie, je pense que le choix des personnes, je pense qu'elle fait référence au médiateur. Et comme l'a dit Nathalie, le médiateur doit être à équidistance entre les parties, mais surtout, le médiateur doit être légitime. Je pense que la question de la légitimité est d'une importance capitale dans le sens où si on n'est pas légitime de conduire un processus, ce processus-là est voué à l'échec. Ce médiateur-là d'avoir une approche aussi inclusive et comme l'a dit Nathalie, je pense que sans cette approche inclusive, la mise en œuvre de l'accord sera biaisée dès le départ. Et quand on parlait d'inclusivité, fait référence à une bonne représentativité des jeunes et une bonne représentativité des femmes. Sauf que la réalité est tout autre. C'est-à-dire que de manière générale, on va dire que ceux qui sont allés au front, généralement, sont constitués d'hommes, généralement sont constitués aussi de jeunes. Ils disent que nous, on fait la paix, on fait la guerre, c'est nous qui avons fait la guerre et c'est nous qui ferons la paix. Et c'est justement cela qui pousse généralement à mettre de côté les femmes. Et c'est même sur le plan anthropologique, on constate que, moi je me rappelle avoir eu une discussion avec un chef rebelle qui me dit carrément que chez nous, la femme ne fait pas la paix. Donc, pour moi, ça, c'est des vraies questions, c'est des vrais problèmes, c'est des vraies questions dans le sens où si vous allez faire la guerre, vous revenez et que vous faites la paix, cette paix-là, elle est instable puisque les personnes qui seront chargées de la mettre en œuvre sont d'office mis de côté pour beaucoup de raisons, des raisons culturelles, des raisons anthropologiques, des raisons de patriarcat, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue. Donc, je pense qu'un médiateur doit prendre tout cela en compte, mais le plus important, le facteur aussi qui est le plus important et qui est essentiel, c'est d'avoir cette légitimité de porter ce processus. Parce que sans cette légitimité, l'accord est voué à l'échec. Maintenant, ça peut être un pays, ça peut être une organisation internationale, ça peut être une personnalité qui est connue de tous dans la région, dans le pays, qui impose le respect. Ça peut être des associations. Donc ça dépendra de la localité parce qu'on ne va pas importer tous les modèles partout. Ça dépendra ce sera une solution homogène et ça dépendra des belligérants puisqu'il faut qu'eux-mêmes qui désignent ce médiateur-là. Il faut qu'il soit un médiateur désigné. L'aspect désigné aussi, c'est très important. Pas qui s'imposent, parce qu'on l'a vu un peu partout dans les conflits, des médiateurs s'imposer et qui édictent leurs lois ou qui viennent forcer des accords ou qui viennent tordre le bras aux belligérants. Mais avoir un médiateur qui fait consensus, avoir un médiateur qui est désigné et qui, de surcroît, est légitime, pour moi, est d'une importance capitale et qui prennent en compte aussi les questions liées à la participation des femmes, des jeunes dans le processus afin que l'accord soit applicable sur
Je vous remercie. S'il vous plaît, par rapport à cette même question-là. Oui, je vous laisse la parole. J'aimerais bien, dans l'idéal, qu'on puisse finir, si ça convient à tout le monde, d'ici 5 minutes, même si j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Donc, je vous laisse, disons, 2-3 minutes pour répondre, si ça vous convient. Oui, oui, c'est bon. Justement, les gens aussi souvent confondent entre, c'est-à-dire les personnes qu'il faut, les acteurs qu'il faut obligatoirement associer au processus. Et ils les confondent des acteurs. On voit pour la plupart, comme l'a dit mon prédécesseur, que souvent, c'est des parties au conflit, c'est-à-dire c'est des gens c'est des États ou des acteurs qui sont impliqués dans le conflit de façon directe et indirecte, qui par leur poids finissent par devenir médiateurs. Par exemple, quand vous regardez la médiation de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, quand vous regardez que ce soit l'Algérie qui est le chef de file de la médiation ou les autres pays qui sont impliqués, en l'occurrence la France, la Mauritanie et tous les autres pays du champ qui font la médiation internationale, sont tous des pays qui sont impliqués directement ou indirectement dans le conflit. Oui, il faut les associer, mais si c'est les parties en conflit qui gèrent déjà la médiation, ça ne pourra pas aller. Donc il faut vraiment arriver à différencier par rapport à la direction du processus, ceux qui doivent diriger les processus de ceux qui prennent partie au conflit. Merci beaucoup pour vos réponses à tous. Comme quoi, une question finalement a priori assez générale peut soulever beaucoup d'interrogations sur le terrain. Et donc, c'est toujours bien d'avoir l'avis de professionnels qui ont pu vivre ces expériences, ou en tout cas avoir un regard aussi critique sur ces dimensions-là. Je pense qu'il est grand temps de clôturer ce forum, voilà, qui constitue une sur ces thématiques voilà, de paix, de sécurité, de justice transitionnelle aussi, qui est peut-être, enfin, sûrement une thématique d'avenir, et puis peut-être la thématique, la discipline la plus idoine pour résoudre les conflits en Afrique face à une justice corrompue ou à des politiques voilà, qui peuvent l'être aussi. L'avantage de la justice transitionnelle est aussi celui de sa diversité parmi les mécanismes qu'elle va invoquer, son adaptabilité aussi au contexte que l'on rencontre. Donc je pense que c'était un très beau forum aussi pour aborder en substance voilà, cette discipline-là, tout en répondant de manière extrêmement précise aux sujets qui ont été imposés à tous les intervenants. Donc merci à tous, merci Madame ici, Madame Traoré. Je vous propose peut-être voilà, de suivre les activités d'ACDF pour participer, si vous le souhaitez, à d'autres forums sur ces thématiques-là, voilà, pour approfondir, pour discuter peut-être de manière plus approfondie aussi sur des sujets qu'on vient d'aborder. En tout cas, merci à tous, à toutes pour votre présence, pour ces échanges. Mais c'est moi, pour ces échanges tous très intéressants et très enrichissants. Donc voilà, je me permets de vous libérer et de vous souhaiter à tous et à toutes une excellente journée. Merci beaucoup. Merci.